Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la bibliothèque universitaire. Donc vous l'attendiez toutes et tous, il est là, Alex Baladi. Nous sommes ravis de l'accueillir pour la seconde fois ici, puisqu'il est déjà venu en 2014-16 pour le festival Transversal. Donc il est déjà venu ici et on est ravis de l'accueillir une seconde fois. Je ne vais pas garder le micro extrêmement longtemps, je vais le passer à Luc Cotina, qui va animer cette rencontre qui va durer à peu près 1 heure et demie. Vous pourrez bien entendu intervenir, poser des questions. Et la seule chose, vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes, donc je vous demande juste de garder votre masque pendant la durée de la rencontre. Je vous remercie, je vous souhaite de bons échanges. Merci Isabelle. Donc on parle avec des micros, ça peut vous paraître bizarre parce que c'est pas sonorisé, mais c'est pour enregistrer la rencontre. Et donc on vous le passera si vous avez des questions ou des réactions au fur et à mesure de la rencontre. Moi je voulais remercier la BU de nous accueillir, Alex Baladi et à Rennes ici en résidence à l'invitation de l'association Spéléographie depuis le début du mois de novembre. Il vient travailler sur plusieurs livres, si j'ai bien compris en même temps. Peut-être on va commencer simplement cette rencontre par essayer de te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Donc tu es né en 69, premier élément de biographie. Et donc tu habites actuellement à Berlin, mais tu es de nationalité suisse. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors, on aura l'occasion évidemment de parler de tes différents ouvrages. Un des derniers en date, celui-ci vient d'être sélectionné pour le Festival d'Angoulême. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil à la sélection, qui paraît chez les éditions de Ziuchi Kuchi. Et donc on aura aussi l'occasion de revenir là-dessus. Mais peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours, sur éventuellement les études que tu as faites, en rapport avec ton activité aujourd'hui d'auteur de bande dessinée? Ouais. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc je vais rapidement raconter un peu comment j'ai commencé. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dessiné depuis tout petit, c'était un peu mon occupation principale. Et j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, assez tôt. Par contre, j'avais des parents qui me disaient que normalement les dessinateurs, ils avaient tous un métier à côté, même Hergé. Donc, j'ai appris par la suite que c'était faux, et que c'était pas un vrai métier. Et donc, je me suis intéressé à une forme d'art proche de la bande dessinée, qui avait l'air d'être plus, disons, qui ressemblait plus à un métier, c'est-à-dire le cinéma. Et je pense qu'il faut que tu parles un peu plus fort. Ouais, pardon. Alex. L'effet du masque, hein, désolé, mais c'est après, pas évident. Je me suis intéressé au cinéma et j'ai fini par faire, après quelques mois à l'université à Genève, où j'étais en lettres, et puis j'ai fait un peu d'histoire de l'art. J'ai fait 2 ans d'études cinématographiques à Paris, dans une école qui s'appelait l'ESSEC. Mais la deuxième année, j'ai sorti mon premier album, qui s'appelait Monsieur Cru ou le désespoir euphorique, aux éditions Athos. C'était en 92. Et depuis, j'ai pas arrêté de faire de la bande dessinée. Voilà. Et donc tu disais que c'était un désir que tu avais depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y avait de la bande dessinée chez toi, chez tes parents, vous aviez une bibliothèque? Comment ça... En fait, j'ai 2 grandes sœurs. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai 2 grandes sœurs, dont une a 6 ans de plus et l'autre a 4 ans de plus. Donc il y avait déjà de la bande dessinée pour elles quand je suis venu au monde. Et j'ai découvert les albums de bande dessinée au départ sans pouvoir les lire, parce que je ne savais pas lire. Leurs albums en fait. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Et c'était quoi leur lecture du coup? C'était les classiques. Il y avait tous les Tintins. Il y avait les Schtroumpfs, il y avait Gaston Lagaffe, il y avait tous les Astérix qui sortaient d'ailleurs. C'est comme je suis né en 69, il y a les derniers Astérix. Je me souviens de la mort de Goscinny, qui est peut-être la seule fois où j'ai pleuré
pour la mort de quelqu'un de célèbre, que je connaissais pas personnellement, quoi. Et voilà, c'était vraiment les classiques, quoi. Et du coup, tes parents étaient lecteurs aussi ou ils les achetaient Ouais. vraiment? Ouais. Ils étaient aussi lecteurs, pas de tout, mais oui, oui. Et eux lisaient aussi d'autres choses que les classiques que tu viens de citer ou? Non, en fait, alors eux, je sais que mon père, il avait lu Tintin et tous les Blake et Mortimer. Mon père, il a grandi en Égypte, à Héliopolis, et il me racontait il avait été très impressionné par un album de Blake et Mortimer qui se passait en Égypte. Parce qu'il se disait, mais comment ce Belge, il connaît aussi bien l'Égypte alors qu'il est en Belgique en train de faire ses bandes dessinées. Après, pour ce qui est les Astérix, il les lisait, oui, aussi. Après, peut-être les choses qu'on a lues par la suite, ils ont un peu arrêté de nous suivre en fait, dans nos lectures, je pense. Parce qu'assez vite, on s'est mis... parce que j'avais des grandes sœurs, je me suis mis à lire de la bande dessinée adulte qui ne correspondait pas vraiment à mon âge. Alors que pour les autres choses, je ne pouvais pas tellement suivre mes sœurs. Je me souviens qu'elles me racontaient un peu ce qu'elles voyaient au cinéma. Et c'était des films que je ne pouvais pas voir, quoi. Parce que j'étais trop petit. Par contre, les bandes dessinées de pilotes, Philippe Druyet, Bilal, plus tard Möbius, etc. Ça, c'est des choses que je lisais enfant. Et du coup, donc Pilote, c'était peut-être pour présenter rapidement, c'était une revue qui était dirigée par Goscinny, dont il était le rédacteur en chef. Ouais. Mais sinon, c'était sous forme de revue, c'était plutôt des albums. Quand tu parles de Druyet ou Bilal, c'était aussi dans des revues, c'était... Druyet, je me souviens, j'avais 9 ans, je crois. En fait, c'était mes grandes sœurs qui avaient aussi reçu ça pour leur anniversaire. Comme ça. C'est à travers ma toute grande sœur que j'ai découvert Druyet, que j'ai lu mon premier Druyet. Gottlieb aussi, pareil, la rubrique à braque et tout ça. Et puis, petit à petit, moi, je me suis intéressé de plus en plus à cette bande dessinée. Puis un jour, je crois qu'on m'avait offert un livre qui s'appelait La bande dessinée en 10 leçons, où on voyait des dessins de différents auteurs. Et puis moi, il y a un dessin qui m'a profondément marqué. C'était un dessin où, vous voyez, un peu comme une salle d'attente avec plein de gens qui avaient l'air... c'était des mutants. C'était un dessin de Möbius et c'était marqué « Un monde en pleine mutation ». Et donc, on m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et j'ai dit j'aimerais une bande dessinée de Möbius. Et c'est comme ça que c'était pour mes 12 ans. C'est là que j'ai découvert Le Garage hermétique de Jerry Cornelius, qui a été peut-être la bande dessinée qui m'a le plus marqué, qui a vraiment changé ma vie. Et à partir de là, je me suis dit, c'est possible de faire de la bande dessinée comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cette bande dessinée? Parce que je pense qu'il y a peut-être une partie des personnes qui ne connaissent pas forcément. Alors, c'est une bande dessinée de science-fiction que Möbius faisait dans le magazine Métal Hurlant, qui était, je crois qu'il n'était même pas mensuel à l'époque, peut-être qu'il était bimensuel, je ne sais pas exactement, à la fin des années 70. Et il faisait un chapitre de 2-3 pages à chaque numéro. Et il raconte que parfois il avait un peu oublié ce qu'il avait fait l'épisode précédent. Et voilà, il a commencé à construire une histoire. Et moi, j'ai lu tout d'un coup, en fait, dans le livre. Et ça donne une histoire qui, au départ, qui semble un peu improvisée. Puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a tout un univers qui fonctionne et qui est cohérent. Et c'est assez incroyable, quoi. Et ça se passe sur un astéroïde. Enfin, c'est difficile d'en parler, en fait, parce que c'est vraiment une expérience de lecture. Je pense que c'est un peu difficile à résumer, justement. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. C'est intéressant que tu cites ce livre-là en particulier comme étant marquant pour toi, parce que quand on lit tous tes livres, enfin, ce que j'ai fait, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas, tu as dû faire une 40aine de livres, quelque chose comme ça? Alors, Revanche, j'ai compté justement récemment, c'est mon 69e livre. Ah ouais, 69e. Mais il y en a beaucoup qui sont tout petits. Je compte ceux chez les éditeurs. Ouais. Chez les éditeurs. Bon, enfin, je les ai donc pas tous relus, loin de là, parce que j'étais loin du compte, mais j'en ai relu un certain nombre. Et une des questions qu'on se pose quand on regarde ton travail, c'est on s'interroge sur la façon justement dont tu travailles. Il y a un côté très relâché. Tu travailles beaucoup sur le registre du signe en bande dessinée. Et certaines fois, on se dit, tiens, est-ce que ce livre-là est improvisé? Est-ce qu'il est écrit à l'avance?
Voilà, est-ce que ça change d'un livre à l'autre? L'improvisation, c'est quelque chose que tu pratiques ou... Je dirais que ça change d'un livre à l'autre et que c'est quelque chose que je pratique relativement peu dans les livres que je fais. Dans les livres que je fais à compte d'éditeur. Par contre, c'est quelque chose que je pratique beaucoup plus dans le cadre de la fabrique de fanzines. Oui. Alors, la fabrique de fanzines, c'est un groupe de 5 personnes. On a créé ça en 2003. Ah oui, voilà, il y a un livre qui raconte circuler, un peu tout ça. C'est un groupe de 5 personnes. Donc, il y a Andreas Kundig, Mathieu Baïf, Yves Levasseur, Benjamin Nevelo et moi. Et on arrive dans un festival. On demande qu'il y ait une photocopieuse et de l'encre et du papier. Et nous, pendant toute la durée de l'événement, c'est généralement un festival de bande dessinée, mais on a aussi été invités dans des bibliothèques, dans un musée d'art contemporain, dans d'autres lieux. On demande donc qu'il y ait une photocopieuse et du papier, et nous on fait des fanzines. Généralement une page A4 pliée en 8. Et on les photocopie sur place à 5 exemplaires, on les agrafe, on les coupe, et on en met toujours un sur un fil. Et à la fin, quand on part, il y a une centaine de fanzines qui ont été faits, parce que n'importe qui vient peut en faire aussi avec nous. Et voilà, donc c'est entre la performance et l'atelier, parce que c'est pas vraiment un atelier où on apprend à faire du fanzina, mais ça fonctionne par émulation. Nous, on n'arrête pas d'en faire, et donc là, je fais vraiment des choses improvisées, justement, parce qu'on fait ça très vite. Et le fait qu'on en fasse plein, ça donne aussi aux gens l'envie de faire des fanzines. Et donc c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que c'est aussi ouvert aux professionnels. Alors, parfois, il y a des professionnels de la bande dessinée qui disent « mais je ne vais pas faire un fanzine, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Puis il y en a d'autres qui adorent faire ça, quoi. Et voilà. Et on a fait ça une centaine de fois depuis 2003. D'accord. Donc, Ouais. au départ, c'était juste pour une exposition. On voulait faire ça juste parce qu'il y avait une expo où on pouvait un peu proposer ce qu'on voulait. Donc, c'était Atrabile qui était invité. Et donc, ils avaient demandé aux auteurs d'Atrabile si quelqu'un avait des idées. Puis nous trois, on s'est dit, tiens, on pourrait faire ça. Et puis après, on nous a réinvités, sans qu'on fasse le moindre effort d'ailleurs. Les gens sont venus nous voir en fait en disant on aime bien ce que vous faites, ça nous dirait bien de vous inviter pour notre festival. Et puis voilà. Et donc vous tournez encore avec cette fabrique? Tourne encore, ouais. Ouais. On tourne encore. Enfin, bon, évidemment avec la Covid ça s'est un peu arrêté. Oui. Mais là on a recommencé, on était au dernier festival de Lausanne, la BD Fil, et on a même été à Beyrouth pour faire ça pendant une journée. Là récemment là. Ouais. Et alors du coup, donc ça c'est pour la partie du coup improvisée de ton travail. Tu expliquais tout à l'heure que ton premier livre tu l'as publié alors que tu étais encore étudiant en cinéma. Ouais. Une des choses qui frappe quand on regarde aussi ta bibliographie, c'est que tu travailles très principalement, si ce n'est exclusivement, avec des éditeurs qu'on appelle alternatifs. Ça, comment ce choix-là s'est fait? Enfin, si c'est un choix, comment ton premier livre tu l'as fait avec l'édition Athos, qui est un éditeur suisse. Mais ensuite, comment ça s'est enchaîné? Enfin, c'était lié à tes lectures du moment ou... Alors, il y a ce magazine qui a été créé par Athos, qui était un éditeur à Genève. Et j'ai commencé à faire plein de pages. Moi, j'avais toujours un peu du mal à terminer mes bandes dessinées. Parce qu'il y avait des concours de bandes dessinées, justement, à Genève. Et moi, j'arrivais jamais à participer parce que j'arrivais jamais à terminer mes planches à temps, bizarrement. J'avais comme une espèce de blocage. Et puis, à partir du moment où ce magazine s'est créé, et il sortait tous les mois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à produire et disons, j'étais complètement débloqué et je pouvais enfin me mettre à faire de la bande dessinée. J'ai fait 2 albums avec Athos. Ensuite, eux, ils ont dû arrêter parce qu'ils ne pouvaient plus continuer économiquement. Et moi, comme j'étais lancé et que je faisais plein de bandes dessinées, je me suis dit, je vais m'auto-publier. Donc j'ai commencé à faire un petit fanzine qui s'appelait Toujours Content. Et je crois qu'il sortait tous les 3 mois, c'était un trimestriel. Et j'ai commencé à envoyer ce fanzine qui était photocopié, qui était à prix libre. C'est-à-dire que les gens pouvaient l'acheter pour ce qu'ils voulaient. Et je l'ai aussi envoyé à des éditeurs un peu comme ça, quoi. Un peu comme un message dans une bouteille.
Et il y a des éditeurs qui m'ont contacté. Il y a notamment Mosquito qui m'a proposé de faire un livre avec eux. J'ai fait un livre avec eux. Et puis, par la suite, je me suis dit, j'aimerais bien que je voulais faire une grande bande dessinée, la proposer à un éditeur. Excuse-moi, ce fanzine, là, tu l'avais envoyé à quel, donc à Mosquito, mais à quel type d'éditeur? Surtout à un peu tous les éditeurs. Tu n'avais n'avais pas ciblé spécialement? C'était certains éditeurs alternatifs. Il y en avait assez peu à l'époque. Hein. C'était au début des années 90. Ouais. C'était encore le début. Et 92, 93 par là. Et puis Mosquito avait répondu qu'il voulait faire un album avec moi, donc j'avais fait une espèce de recueil de certaines choses qu'il y avait dans Toujours Content, mais j'ai rajouté un peu d'autres contes. Ça s'appelait Contes Maison. C'était des contes qui étaient liés à la maison, l'appartement, le lieu de vie. Et après, j'avais assez envie de faire une grande histoire et de la proposer à un éditeur. Et je l'ai proposé à Delcourt parce que je sentais que ils étaient prêts à éditer un jeune auteur qui n'avait pas trop d'expérience, etc. Et je me sentais pas trop d'aller voir l'association, par exemple, parce que j'avais l'impression que j'étais pas au niveau. Que mon travail était peut-être pas assez bon pour l'association, je sais pas. J'étais un peu timide peut-être aussi. Et ça veut dire que tu étais lecteur de toute cette scène-là déjà, l'association? Je commençais. Ouais. Alors, c'est un peu spécial parce que j'étais un grand lecteur de bande dessinée jusqu'à ce qu'il y ait justement cette opportunité de travailler avec Athos et leur magazine qui s'appelait Sauf qui peut. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à vraiment produire plein de planches et sans pouvoir m'arrêter, comme ça, j'ai arrêté d'en lire. Enfin, j'en lisais beaucoup moins. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, il fallait que j'arrête un peu de lire de la bande dessinée pour pouvoir vraiment en faire. Et puis c'est revenu quand j'ai publié ces albums, parce que j'étais justement avec ces dessinateurs de Sauf qui peut, on était amenés à faire des rencontres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens au Canada. Simon Bossé, Alex Lafleur, des gens comme ça. Céris. Et c'est eux en fait qui m'ont parlé de l'association. D'accord. Tu as découvert les éditeurs français via les... Pardon ? Tu as découvert les éditeurs français via les Québécois. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, au début, l'association et Lapin, je croyais que c'était deux choses différentes, deux éditeurs différents. Parce que parfois ils disaient Lapin, et parfois ils disaient l'association. Et après, j'ai compris que c'était le magazine de l'association. Ouais. Voilà. Et du coup, tu nous parlais de tes démarches auprès de Delcourt. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ce livre qui s'appelait Goudron plumé. Et puis, par la suite, comme ça n'a pas fait beaucoup de ventes, Delcourt n'était pas intéressé à publier d'autres choses de moi, quoi. En même temps, pour moi, c'était quand même beaucoup le nombre de ventes, parce que les ventes que j'ai pu faire par la suite, c'était beaucoup moins que ce que j'avais fait avec Goudron plumé, quoi. Est-ce qu'on peut donner un peu des chiffres pour donner une idée? Alors, je crois que Goudron plumé, ça s'est vendu à 1700 exemplaires. Tu sais à combien c'était tiré? Je crois 2000, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop en fait. Peut-être plus. Et je sais qu'il a été soldé après. D'accord. Et là, je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai fait... Après, quand j'ai fait d'autres livres avec d'autres éditeurs, je me suis rendu compte que les éditeurs indépendants faisaient déjà mieux les livres. Ils étaient mieux... Le bouquin, l'objet lui-même était même de meilleure qualité. Et puis que voilà, c'était plus adapté à ce que je cherchais. Et pas éthiquement même, il y avait un côté... Enfin, voilà, le bouquin a été soldé, la manière dont ça s'est passé aussi. Il y a certains auteurs qui ont été payés, d'autres pas, qui ont reçu une avance, et d'autres n'ont pas reçu d'avance dans cette nouvelle collection. Voilà, des choses comme ça que j'ai pas vécu après avec d'autres éditeurs. Et alors, puisqu'on parle de sous, économiquement, donc tu t'es tourné vers ces éditeurs qui sont des éditeurs de création, quoi, mais qui sont aussi connus pour ne pas avoir des gros moyens. Donc ça veut dire que tu t'es débrouillé pour avoir quoi? Tu avais un métier à côté, tu avais une autre activité, comment ça se passait? J'avais un métier à côté, j'ai même travaillé pendant longtemps dans une librairie de bande dessinée qui était aussi une galerie où je montais les expos, etc. Sur Genève? Ouais, papier gras. D'accord.
Et puis j'ai donné des cours de bande dessinée, des choses comme ça. Donc c'était quand même, ça restait un peu dans le dessin. Et puis parfois je devais trouver un peu des petits boulots, etc. Donc tout ça jusqu'à l'âge de... Enfin, à un moment donné, j'avais un peu j'avais une série dans un journal qui s'appelait Le Courrier, que je faisais avec deux scénaristes qui étaient Herman et Chapat, deux dessinateurs de presse qui faisaient les scénarios. Et puis j'avais des illustrations de commandes, etc. Donc je vivais pas mal du dessin. Mais assez vite, bon, j'ai dû prendre des petits boulots à côté, etc. Jusqu'à l'âge de, je dirais, 37 ans. Où là, à partir de l'âge de 37 ans, j'ai commencé vraiment à vivre vraiment que du dessin, quoi. Mais grâce aussi à des bourses, j'ai obtenu pas mal de bourses aussi pour faire des projets. Je donne des workshops, je fais de l'illustration de commandes, et puis je vends des originaux. D'accord. Et donc c'est surtout ça en fait qui me fait vivre. Et puis je dirais que les ventes de livres, c'est un petit peu la dernière chose. Même si je fais 69 livres. Ouais. Alors il y en a beaucoup qui ont été faits avec des tout petits éditeurs, de la micro-édition. C'est-à-dire que je suis payé en exemplaires, c'est des livres dont la couverture est sérigraphiée, qui sont faits à très peu d'exemplaires. C'est vraiment, là c'est encore, c'est même plus de l'édition indépendante comme Atrabile, etc. C'est encore beaucoup plus petit en fait. Mais avec la vente de mes livres, je peux pas vivre, quoi. Et alors tu parlais du fait que une des choses qui t'avait plu dans l'édition alternative, c'était la qualité des objets tels qu'ils existent. Et comment ça se passe quand tu travailles avec un éditeur? Tu as ton mot à dire sur la maquette, le papier? Comment ce livre-là, par exemple, vous avez décidé avec l'éditeur de la forme qu'il aurait? Comment ça s'est passé? En fait, souvent, ils me proposent des choses. J'ai rarement, par rapport au papier, j'ai rarement demandé quoi que ce soit. Enfin, généralement, ils ont des très bonnes idées, donc on discute. Alors là, par exemple, la couleur de la couverture, c'est moi qui ai proposé du jaune. Pour l'autre, Renégat, j'avais pensé plutôt à du rouge, et puis eux, ils m'ont dit ça te dérange si c'est noir? J'ai dit ok, noir c'est très bien. Voilà, donc ça peut un peu changer, on discute. Et là, du coup, ces deux livres qui se... Je sais pas si tu peux montrer le Renégat aux autres. Ces deux livres qui, dans la forme de l'objet, ressemblent. C'est une collection ou non? C'est des livres une collection qui a été créée pour toi ou comment c'est... C'est juste, non, c'est juste pour cette trilogie. D'accord. Et c'est eux qui ont décidé de le faire, déjà de faire à cette taille, et enfin qui m'ont proposé, et de le faire en toilé comme ça, enfin cette fabrication qui est, je dois dire, qui me plaît beaucoup, quoi. Et voilà, donc c'est l'éditeur qui m'a proposé ça. Et alors, si on parle d'autres livres, j'ai apporté celui-là qui, je pense, est un peu particulier dans ta bibliographie, qui s'appelle Carte de mémoire, et qui est publié par un éditeur qui s'appelle Le Mont en l'air, qui est aussi un libraire sur Paris. Et là, comment ça s'est passé? Tu as demandé à des gens de dessiner la carte du monde de mémoire, c'est ça? C'est une collection que j'ai commencé. J'ai demandé à des gens de dessiner effectivement une carte du monde en 5 minutes devant moi, de mémoire. Et j'ai commencé à faire une collection de dessins comme ça. Aussi parce que je me retrouvais souvent à dessiner dans des cafés et que des gens me demandaient mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, je leur disais je suis auteur de bande dessinée, je dessine, etc. Puis au bout d'un an, dans la discussion, je leur disais au fait, est-ce que je peux vous demander un dessin? Et donc voilà. Donc là, il y a des dessins de gens que tu connais pas en fait. Il y a beaucoup de dessins de gens que je connais pas. Que tu as rencontrés. Comme ça. Mais j'ai d'abord fait une collection, et puis il y a un éditeur qui s'appelle Hero Limit qui a proposé de faire un bouquin. Et donc on a fait un livre de cette première collection. Et le livre était épuisé, puis il y a Charlotte Miquel des éditions de Mont en l'air qui m'a dit qu'elle avait assez envie d'en faire un. Et moi, entre-temps, j'avais commencé une nouvelle collection. Donc en fait, il y a 2 collections avec 2 livres. Voilà. Une nouvelle collection chez Hero Limit aussi? Non, alors il y a la première collection de cartes qui a été publiée chez Hero Limit. Ouais. Carte du monde, un exercice de mémoire, Hero Limit. Et puis ensuite, il y avait Charlotte Miquel qui m'avait proposé, qui m'avait dit j'avais bien aimé ce livre de cartes du monde, est-ce que ça te dirait de le republier? D'accord. Parce que j'ai vu qu'il était épuisé, puis j'ai dit mais en fait non, mais j'ai une nouvelle collection.
D'accord. Et donc, parce que j'avais entamé une nouvelle collection par la suite. Des années plus tard, je m'étais dit, mais en fait, parce que en fait, je m'étais arrêté de faire cette collection. Et quand tu dis collection, Euh, c'est une collection que tu gardais pour toi. Voilà, c'est pas la collection de l'éditeur. C'est pas une collection éditoriale, quoi. J'avais une centaine de cartes. Et à partir du moment où un éditeur m'avait dit, donc Hero Limit m'avait dit, ça m'intéresserait de faire un bouquin, moi, bizarrement, une fois que le bouquin était sorti, ça m'a stoppé dans ma collection. J'ai arrêté de collecter des cartes de mémoire, des cartes du monde de mémoire. Et puis plusieurs années après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté en fait Parce que moi, je faisais ça, j'avais jamais pensé les éditer. C'est parce qu'il y a un éditeur qui m'a proposé de les éditer que ça s'est fait. Mais moi, j'aimais bien faire une collection. Juste le plaisir. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais recommencer. Et là, à peine je recommence, ça faisait peut-être 2-3 mois que j'avais recommencé une nouvelle collection, et Charlotte Miquel qui m'appelle et qui me dit, qui me propose de faire un livre. J'ai dit, j'ai commencé une nouvelle collection, enfin, j'avais déjà beaucoup de cartes. Et donc, on a fait ce deuxième livre. Et là, ensuite, j'ai recommencé, j'ai encore un autre carnet, si un éditeur est intéressé. Bon. Bref, j'ai recommencé. Je me suis un peu calmé d'ailleurs, mais voilà. Mais j'ai quelques cartes inédites. Et dans ta bibliographie, il y a d'autres livres un peu comme ça où tu te retrouves un peu en position d'être éditeur, en quelque sorte, enfin, de faire un choix. C'est-à-dire c'est-à-dire que les dessins sont pas de toi. Enfin, je crois que c'est le seul livre où vraiment j'ai pas fait grand-chose. D'accord. C'est-à-dire que oui, c'est pas mes dessins. Et, ouais. Et alors, c'est un aspect qui est aussi important dans ton travail. Là, il y a un côté un peu interactif en quelque sorte, mais tu étais membre de l'Ouvroir de bande dessinée potentielle, Loubapo, Ouais. donc qui est un collectif qui travaille sur des contraintes formelles très fortes. Ça, comment est-ce que tu as intégré ce groupe? C'est eux qui nous ont proposé d'intégrer le groupe en 2005 parce que avec Mathieu Baïf et Andreas Kundig, donc avec qui on avait fondé la fabrique de fanzines, on s'amusait parfois à faire aussi des jeux formels. Et il se trouve qu'on avait rencontré Étienne Lecroard dans un festival de bande dessinée où nous, on faisait des fanzines d'un côté, et lui, il proposait un exercice sous Bapien, auquel on avait beaucoup participé pendant la durée du festival. Et après coup, il a demandé aux gens de Loubapo s'ils voulaient qu'on intègre Loubapo. Et puis ensuite, on a reçu une lettre de Jean-Christophe Menu qui nous disait que vous étiez officiellement Loubapien, de la section suisse de Loubapo. La section Et suisse. ça c'était en 2005. Alors là, j'ai apporté quelques ouvrages peut-être pour rendre ça peut-être plus concret. Ce livre-là, par exemple, donc un ouvrage collectif. Vous avez tous travaillé à partir d'un numéro, du même numéro du journal Libération. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais avec la contrainte d'utiliser toutes les images du journal, de les redessiner et de faire une bande dessinée avec ça. C'est une contrainte qui avait été proposée par Lewis Trondheim. Et donc on devait prendre un journal, il avait donné une date, et quand la date est arrivée, on devait acheter le journal Libération. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais à Berlin et que j'ai pas trouvé tout de suite le numéro en question d'ailleurs, et on me l'a envoyé. Et on devait prendre vraiment toutes les images qu'il y avait dans Libération. Alors pour être sûr qu'on prenne vraiment toutes les images, je crois qu'il avait... on avait fait une espèce de... Il avait envoyé les numéros. Vraiment pour qu'on ait exactement... Le même ordre d'images. Mais l'idée c'était de prendre de la première à la dernière page toutes les images et puis de les mettre dans l'ordre et d'en faire une histoire. On devait évidemment les redessiner, c'est que du dessin, les réinterpréter toutes les images et en faire une bande dessinée. Et alors, c'est parmi les exercices ou Bapien, il y en a que toi tu préfères parmi les contraintes ou... Oui, sans doute. Enfin, celui-là était assez marrant à faire. Maintenant, ça remonte à plusieurs années, donc c'est un peu flou dans ma mémoire. Mais je me souviens que j'avais bien aimé faire ça. Généralement, j'aime bien faire les exercices sous Bapien. Après, moi, j'aime bien que ça devienne, qu'on puisse réutiliser ce qu'on a justement ces exercices, qu'on puisse les réutiliser dans des œuvres sans que ce soit simplement de la bande dessinée expérimentale qui existe simplement pour faire une expérience. Ouais.
qu'on puisse les réutiliser dans des œuvres comme j'ai pu le faire dans Renégat, puisqu'il y avait une contrainte que j'avais proposée qui venait des ensembles dans les maths. Vous savez, les patates. Ouais. Vous voyez ce que c'est, les patates? Quand on fait des ensembles et puis il y a une intersection entre deux patates ou deux ensembles, c'est pour les choses qui sont communes. Alors moi, je m'étais dit, tiens, je vais utiliser ça en bande dessinée. On prend deux ensembles, c'est 2 cases de bande dessinée, puis je regarde ce qu'il y a de dessiné dans ces 2 cases, et au milieu, je fais une intersection, je mets ce qu'il y a en commun dans une case et dans l'autre. Et là, petit à petit, il y a de plus en plus d'intersections et on regarde ce que ça donne. Et pour une séquence de rêve, dans Renégat, j'ai utilisé cette contrainte et puis je l'ai reprise dans Revanche, parce qu'entre Renégat et Revanche, il y a un lien. Donc c'est une trilogie, mon éditeur a appelé ça la trilogie de l'enfermement, parce que Renégat, ça se passe avec un pirate au XVIIe siècle, et Revanche, c'est plutôt chez les cow-boys à la fin du XIXe siècle. Donc c'est pas les mêmes personnages. Par contre, ça fait quand même partie de la même série, parce que c'est plutôt dans la structure du récit qu'il y a un lien. On part d'une situation où le personnage principal est en prison, et puis petit à petit il va raconter son histoire à un interlocuteur, et on va apprendre ce qui s'est passé. Et donc il va y en avoir un troisième après Renégat et Revanche. Il y aura Révolte, qui lui sera du space opéra. Ça se passe dans l'espace, dans le futur. J'avais assez envie de prendre des genres très, comment dire... Très marqué. Très marqué, voilà. Très marqué. Cow-boy, astronaute, et puis... Pirate. Et puis pirate, voilà. Un peu des... Et ça, c'est une envie que tu avais depuis longtemps, parce que c'est aussi du coup une forme de contrainte de s'astreindre à un genre en particulier, de jouer avec les stéréotypes du genre, etc. Bon, après, on peut toujours... À un moment donné, il y avait une espèce de mode, avec l'Oubapo, les exercices oubapiens, chez les dessinateurs, parce qu'on faisait de plus en plus de résidences, on se voyait les uns les autres, et on faisait des exercices. Et je dois dire que le mot contrainte est devenu un peu un tic de langage. Chaque fois qu'on faisait, je sais pas si tu as remarqué ça, mais alors la contrainte ici, c'est un peu, on a un peu arrêté, hein. J'entends moins ce mot maintenant. Mais il y a quelques années, on parlait tout le temps de contrainte. Et puis parfois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on utilisait un peu trop ce mot, et que au final, on peut dire que tout est une contrainte aussi. Faire une série avec un type, un jeune adolescent qui vit dans un manoir avec un homme de 50 ans et un chien qui parle en 64 pages, bon, c'est aussi une contrainte. Ouais. Donc même dans la bande dessinée, d'ailleurs surtout dans la bande dessinée classique, il y a beaucoup de contraintes. De faire des albums en 48 pages, ça c'est une contrainte qui n'existe plus avec les éditeurs avec qui je travaille. C'est-à-dire que le nombre de pages, il est illimité. Enfin, il peut être très important, oui. Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas réduit à 48 ou 64 pages. Mais par rapport quand même à ce... Alors, nous n'utilisons pas le terme de contrainte, mais par rapport à ce cadre du genre, ça c'est quelque chose qui t'intéressait pour cette raison. Enfin, tu trouvais ça stimulant, créativement parlant, le fait de se dire, tiens, je ferais bien un western ou une histoire avec des pirates. Comment... Oui, en fait, comme c'est des genres qui ont... justement, dans la bande dessinée classique, il y a eu beaucoup de bandes dessinées de western, de pirates, etc. C'est des genres qui, aussi au cinéma, qui sont très présents. Et donc, moi, ça me donnait envie d'utiliser ces genres qui sont justement... et d'utiliser les codes de ces genres que tout le monde connaît, mais de les faire vraiment à ma sauce, de faire quelque chose de très personnel. Effectivement, on peut parler de contraintes, mais en même temps, c'était l'idée de ne pas faire simplement de la bande dessinée autobiographique ou de la bande dessinée d'auteur, ou de partir d'un cadre où on a l'impression qu'on sait très bien où on va, et puis finalement de donner quelque chose de très personnel là-dedans. C'est ça qui m'intéresse, je pense. Et alors, je parlais tout à l'heure de ton intérêt pour la bande dessinée comme langage et comme le fait de jouer avec des signes et des conventions. Il y a un certain nombre de tes ouvrages qui commencent de manière assez minimaliste, graphiquement parlant.
Alors, je ne sais pas si on l'a ici, mais il y a peut-être l'exemple le plus fort, c'est un livre qui n'est pas là, mais qui s'appelle Le Petit Trait, c'est l'histoire d'un trait. Donc ça commence avec les découpages aussi qui sont assez particuliers. Le fait d'avoir des pages comme ça découpées de cette façon-là, c'est un procédé que tu utilises assez souvent. Mais j'ai remarqué que tu joues beaucoup. Alors là, on peut regarder cette page-là, mais avec des codes assez minimalistes graphiquement au départ. Et où à certains moments de ton récit, ça peut venir rythmer, donner une aération ou de la fluidité. Ça, c'est quelque chose que tu utilises consciemment, j'imagine. Ou... Ouais, alors je réfléchis pas mal au rythme. J'essaye d'utiliser un peu tout ce qu'on trouve dans la bande dessinée pour raconter une histoire. Moi, je veux raconter une histoire et je me dis alors comment quand je vais m'y prendre pour la raconter le mieux possible. Et donc j'essaie de voir, c'est comme ça que j'ai fait Revanche, qui est ce western, où j'ai vraiment essayé d'utiliser toutes les possibilités que m'offre la bande dessinée. Et donc c'est dans cette optique-là, sachant que je peux utiliser le nombre de pages que je veux et prendre mon temps justement à poser des espèces d'ambiance. Et ce qui m'intéressait aussi, parce que je pense qu'on le remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pages qui sont muettes, et puis tout d'un coup il y a beaucoup de pages où il y a beaucoup de dialogues, etc. De jouer aussi avec ce rythme-là. Là, j'ai pas mal, dans Revanche, j'ai vraiment pas mal réfléchi aux liaisons entre les différentes scènes, parce que il y a beaucoup de personnages. Je passe d'une scène à l'autre, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour Il y a aussi peut-être pour expliquer, il y a plusieurs récits qui se recoupent à l'intérieur même du livre, puisqu'il y a le personnage principal que tu as évoqué tout à l'heure on découvre au fur et à mesure qui c'est ce personnage, mais il est en prison, visiblement, il est habitué à tirer sur des gens, entre autres. Et puis il y a par ailleurs un récit parallèle avec des personnages féminins. Qui sont avec des jeux d'identité, de masques, etc. Et donc ça, tu réussis à entrecroiser, entremêler ces deux récits, ça se recoupe un moment. Petit à petit, on s'aperçoit que c'est peut-être pas lui le personnage principal. Ça vient d'un western italien, puisque je me suis pas mal inspiré des westerns, ce qu'on appelle les westerns politiques italiens, qu'on a surnommé western Zapata, parce que c'est souvent des westerns qui se déroulent pendant la révolution mexicaine, ou alors simplement avec des Mexicains. Et il y a un personnage, il y a un western avec un personnage qui s'appelle Cuchillo Sanchez, qui est un Mexicain très pauvre et qui se bat uniquement avec des couteaux, alors que les autres personnages du film, c'est des cow-boys avec des revolvers. Donc il a vraiment des moyens aussi rudimentaires. Et c'est le lumpen prolétariat, on peut dire, puisque lumpen ça veut dire les locs, le prolétariat en loc. Lui, il est vraiment avec des habits troués, etc. Et dans ce film, qui s'appelle en français Colorado, il y a différents titres selon les langues, on croit au début que le personnage principal est joué par Lee Van Cleef. Parce que pendant les 16 premières minutes, on voit que lui. On voit lui, on voit que c'est le personnage principal. On voit d'autres personnages, mais ils sont tous secondaires. Et Cuchillo Sanchez, qui est joué par Thomas Millian, apparaît seulement à la 15e ou 16e minute, au bout d'un quart d'heure. Et progressivement, on comprend que c'est lui le personnage principal. Et donc, je suis un peu parti de cette structure-là, c'est-à-dire qu'on part de ce personnage principal qui est en prison, comme dans Renégat. Mais là, la différence, c'est que petit à petit, il y a d'autres personnages qui vont apparaître et prendre petit à petit. Et finalement, il y a un personnage qui va prendre beaucoup plus de place. Et à la fin, on retrouve carrément une séquence qui reprend la scène de fin de Colorado. Donc il y a vraiment beaucoup de références en fait dans ce livre à différents westerns. D'ailleurs, que tu cites à la fin. Ouais.
Je cite la plupart, mais pas tous, parce que ça mettrait des pages et des pages, parce que parfois c'est des toutes petites choses, c'est vraiment des détails. Alors les connaisseurs en western peuvent remarquer un peu tous les, enfin, T'as peuvent cité aussi comprendre un dans, peu tous les clins d'œil, bien sûr. Et puis les autres peuvent quand même suivre l'histoire sans comprendre les références. dans Renégat, tu as procédé un peu sur le même principe. Hein, il y a aussi des références à la fin, si je me rappelle bien. Ouais, alors j'explique un peu comment j'en suis venu à faire ce récit de pirate. Après, moi je connaissais pas tellement. Enfin, disons que j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de westerns, surtout du western italien. Et donc j'étais quand même parti de là pour faire ma bande dessinée. Après, pour ce qui est des films de pirates, là je suis assez nul en fait. C'est pas vraiment de là que je suis parti. Et ça veut dire que... C'était plutôt des lectures. D'accord. Là c'était un peu les deux. Il y a aussi eu des lectures pour mon western. Beaucoup de films et pas mal de lectures. Et puis Renégat c'était plutôt des lectures. Il y avait beaucoup moins de références et beaucoup moins référentiel que Revanche. D'accord. Et à contrario de ce que tu nous expliquais tout à l'heure sur la fabrique de fanzine, l'improvisation, etc. Là, du coup, c'est des choses que tu écris complètement de A à Z avant de te mettre à dessiner. Comment tu procèdes pour construire un livre comme ça? J'avais fait une ébauche de storyboard il y a une quinzaine d'années. Mais ça avait un autre titre. L'histoire était différente parce que c'était pas un tueur à gages qui était dans une prison. C'était un tueur à gages qui était vieux, un peu. Sur la On pourrait fin? dire à la retraite, mais en fait il était SDF carrément. Et donc il racontait ses souvenirs à un chien. Qui petit à petit, un chien donc qui parlait pas, enfin un chien normal quoi, mais qui dans son imagination, petit à petit, devenait de plus en plus humain et lui posait des questions, etc. Et donc j'avais mis ces 20 pages de storyboard de côté. Et puis après avoir fait Renégat, où le personnage principal est en prison, je me suis dit tiens mais en fait cette histoire, ce western que je voulais faire, je pourrais changer un petit peu l'histoire et faire en sorte qu'il est en prison, il n'est pas SDF, et en fait le raccorder à une trilogie que je ferai avec Renégat. Et justement cette trilogie. Et donc, ça veut dire que Renégat il est paru, tu savais pas encore que tu allais faire une trilogie à ce moment-là? D'accord. C'est après avoir fait Renégat, je me suis dit ah, l'histoire de western que j'avais laissée de côté, en fait, je pourrais la transformer et puis faire une série. Et là, je commence à faire des pages en 2013, du début de Revanche et de la fin de Revanche. Je fais le début, la fin. Donc ça veut dire que tu as déjà en tête, en gros, le début et la fin et ce qui se passe entre les deux ou... J'ai plus ou moins l'idée de ce qui se passe entre les deux. Et au bout d'un moment, ça devient tellement compliqué, je me dis il faut que je fasse un storyboard. Et donc, j'ai fait un storyboard de toute l'histoire. Parce qu'avant ça, tu avançais au fur et à mesure, c'est-à-dire tu avais ton idée du début de la fin et tu dessinais tes pages dans l'ordre du récit, quoi. J'avais fait le début, la fin, et puis qui ont été un peu transformés, remontés par la suite, hein, mais qui sont restés quand même plus ou moins comme ça. Et puis j'avais fait quelques autres scènes. Parfois je faisais des pages un petit peu comme ça, en me disant tiens, ça va être une page plus ou moins au milieu, parce qu'il se passe ça à un moment donné. Et puis finalement ces pages je les ai pas utilisées. Ou dans le dialogue qu'elles ont, il y a deux personnages, deux femmes à la fin qui ont un dialogue dans un champ, et j'avais fait d'autres pages où à un moment donné elle lui montre comment elle tire avec une bouteille, etc. Enfin, ça c'est des pages que finalement j'ai ôtées. Une fois que j'ai fait le storyboard, j'ai dû ôter certaines choses et j'ai refondu un peu mon histoire différemment. Et puis il y a des personnages qui ont pris de l'importance parce que ça a pris 9 ans en fait, de faire ce livre. Et entre le moment où j'ai dessiné les premières pages et le moment où le livre était prêt à sortir. Et donc, petit à petit, il y a certains personnages qui ont pris de l'importance. Et c'est comme si les personnages s'étaient mis à exister eux-mêmes et avaient dévié un petit peu l'histoire. Même si ça retombe, au final, ça retombe quand même sur les pages que j'ai prévues dès le départ. Ces personnages ont réussi à ajouter d'autres histoires et à ajouter une autre dimension.
Et alors, quand tu dis que ça a mis 9 ans à aller du début à la fin, pendant ces 9 ans, tu as aussi, de ce que je sais de ta manière de travailler, tu as dû, j'imagine, travailler aussi sur d'autres livres, peut-être en finir d'autres entre-temps. Tu as toujours plusieurs trucs sur le feu? Comment ça se passe? Oui, j'ai toujours plusieurs trucs sur le feu. Et donc, moi, je pensais que j'allais faire ça en 2-3 ans, maximum. Mais comme j'ai commencé à faire aussi d'autres séries, comme Des Cris Ravages. J'ai fait Les Robinson Suisses, j'ai fait d'autres bouquins qui ont fait que chaque fois, je vais mettre mon western de côté pour faire d'autres choses et puis le reprendre. Et voilà, donc je suis très content que le livre existe. Enfin. Au final, parce que c'est vrai que bon, quand on est sur un travail comme ça, parfois on a un peu l'impression qu'il sortira jamais, quoi, quelque part. Hein. On est tellement, même si bon, je finis toujours par terminer mes histoires généralement, sauf quand vraiment parfois je fais des débuts, je fais 20 pages et puis je les mets de côté. Il y a une bande dessinée d'Heroic Fantasy que j'avais commencé. Et j'ai quand même fait 20 pages. 20 pages, c'est pas rien non plus. Hein. Il y a une quinzaine d'années, je crois. Et voilà, j'ai toujours pas continué. J'ai pas eu le temps, parce que pour l'instant, là, je suis pris par plein de projets. Et alors, comment... du coup, on imagine assez bien qu'il n'y a pas vraiment de journée type dans ton travail. Mais comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, j'imagine que tu te donnes une discipline, ou alors c'est tes éditeurs qui t'appellent en disant qu'est-ce que tu fous, on attend tes pages, ou c'est un peu les deux? Comment... Un peu les deux. Ben, en fait, c'est quand vraiment avec un éditeur, on a prévu que je sorte un bouquin. Alors avant, je parlais jamais de mes livres avec mes éditeurs. C'est-à-dire qu'ils recevaient un projet par la poste. Avec tout le livre. Ah oui, c'était plus qu'un projet, le livre était déjà fini. Ils recevaient le livre fini par la poste. Voilà. Et maintenant, depuis quelques années, j'en parle un peu avant. En plus, comme il y a des séries, enfin, c'est un autre travail. Parfois, j'ai eu de l'argent pour faire des livres, donc j'en parle à l'éditeur en amont, je dirais. Ça, c'est un peu arrivé avec, je pense, le premier livre que j'ai fait comme ça, c'était Renégat, justement. J'étais avec Gauthier Ducatez, un des éditeurs de Hoochie Coochie, et il était venu me voir à Bruxelles. Et puis, il m'a accompagné dans une librairie où je savais que je voulais trouver je cherchais un livre sur les pirates et je savais que j'allais le trouver là. Et quand il m'a vu acheter ce livre, il m'a dit pourquoi tu achètes ce livre? Et je lui ai dit j'ai un projet. Je vais faire une bande dessinée sur les pirates et voilà, c'est de la documentation. Et puis, donc il m'a dit ça t'intéresserait de le faire chez nous. Mais à l'époque, ils n'avaient pas sorti ils n'avaient pas vraiment sorti des livres, ils avaient surtout leur revue qui s'appelait Torquay Comics. Et donc, moi j'étais assez étonné. J'ai dit bon, vous allez sortir des livres, enfin, ça. Et il a dit ouais, on va en sortir de plus en plus. Voilà. Mais là aussi, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je croyais. Donc Renégat, déjà, ça m'a pris, je sais plus, 4-5 ans, je sais plus exactement. Et je pensais que j'allais faire Revanche beaucoup plus vite. Mais en fait, comme j'avais tous ces autres projets... Alors effectivement, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Pour cette résidence, j'avais dit que j'allais faire Des Cris Ravages 4, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais en même temps, j'ai pas complètement fini. Je pensais finir un livre qui est la suite des Robinson Suisses. Et je pensais que j'allais finir ce livre. Robinson Suisse, c'est un des livres qu'on a fait circuler en couleur, là, que vous avez dû voir passer. Je pensais que j'allais finir Saturnine, donc la suite des Robinson Suisses, plus tôt. Et finalement, je n'ai pas encore terminé. Donc je suis en train de terminer Saturnine tout en faisant des Cris Ravages à côté. Donc je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Et puis je travaille aussi sur des storyboards pour aussi Révolte. Donc la suite de Revanche, pour d'autres choses. Voilà, je suis un peu sur plusieurs choses. Ouais. Mais en ce moment, depuis que je suis à Rennes, je fais uniquement Saturnine et des Cris Ravages. Voilà. D'accord. C'est déjà pas mal, parce que ça prend pas mal de temps. Puisque tu en parles, parlons de ce projet-là, si tu veux bien. Ouais. C'est aussi un des premiers projets où tu travailles en couleur, si je ne me trompe pas. Oui, alors j'ai travaillé un tout petit peu en couleur. J'avais fait Zach et le professeur à la joie de lire, qui était une bande dessinée pour les tout petits. C'était la seule bande dessinée vraiment en couleur que j'avais faite pendant longtemps. Ensuite, j'ai fait Autoportrait
il y a quelques années où Ah oui. c'est un livre Il est là. un peu particulier puisque j'ai dit à mon éditeur, à Trabil, que j'allais lui envoyer une carte postale toutes les semaines pendant 1 an. Et qu'à la fin, il pourrait publier par ordre chronologique le recto et le verso de toutes les cartes et que ça ferait un livre. Donc lui, il m'a dit, d'accord, mais on fait une petite période d'essai de 2-3 semaines. Donc j'ai envoyé 3-4 cartes et il a dit, ok, c'est bon. Et ouais, parce que c'était... Donc c'est un espèce de journal en fait. Voilà, ouais. C'est une espèce de journal où j'ai utilisé beaucoup de techniques différentes. Et après, ça m'a donné envie de faire un autre livre en couleur. On retrouve des Parce cartes que du monde. c'est vrai qu'avec les éditeurs indépendants, au départ, dans les années 90, c'était compliqué de faire la couleur. Et puis, c'était aussi une manière de se démarquer de la bande dessinée. C'était compliqué commercial, parce que mais c'est ça, aussi ça- compliqué, ça coûte plus cher à imprimer en quadrichromique en noir et blanc. Ouais. Je vous fais passer ce livre-là si vous voulez regarder. Maintenant, maintenant c'est un peu moins compliqué, ils le font de plus en plus, etc. Même si ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, donc j'ai fait ce livre qui s'appelle Robinson Suisse. Et c'est une adaptation d'un livre qui a été écrit au 19e siècle, enfin plutôt la suite du livre. Et puis, je pensais faire juste un seul livre, Robinson Suisse, et un peu par hasard, j'ai découvert qu'un Tarzan français avait été écrit au 19e siècle par Albert Robida, qui s'appelle Saturnin Farandoul, donc le personnage. Et donc, c'est le point de départ de l'histoire que je fais en ce moment. Sauf que j'ai changé le nom du personnage. Il s'appelle pas Saturnin, il s'appelle Saturnine et c'est une fille. Donc c'est plus un petit garçon, c'est une petite fille. Et donc ça change pas mal de choses. Et le début de l'histoire est vraiment pareil. Et puis après, j'ai créé ma propre histoire. Même si à la fin, on retrouve quelque chose de l'histoire d'Albert Robida. Mais c'est une adaptation vraiment très très libre. Encore plus libre que celle des Robinson Suisse. Celle des Robinson Suisse, j'avais gardé la structure de récit. J'avais gardé vraiment tous les chapitres. Et puis ça raconte plus ou moins. C'est assez proche du livre. Même si les dialogues, petit à petit, il y a une espèce de glissement. Et de plus en plus, j'ai mis mes propres idées. J'ai changé quelques petits trucs. Mais là, c'est encore plus radical quand même. La manière dont la liberté que j'ai prise. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta technique de couleur, donc ce qu'on appelle la couleur en direct? Tu retravailles tes couleurs sur ordinateur ou c'est les couleurs définitives qu'on voit? Alors moi, je retravaille rien du tout sur ordinateur. Je fais tout parce que je suis pas très doué en plus avec l'ordinateur déjà. Et puis parce que j'aime bien découper des papiers, utiliser des crayons. Là, j'ai utilisé beaucoup de crayons, donc sur des feuilles de couleur. Les fonds sont en couleur, mais parfois aussi, pas seulement les fonds des espaces, mais aussi parfois c'est les personnages. Là, on voit il y a un singe qui est rouge. En fait, c'est du papier rouge. Donc je l'ai découpé, le singe, et je l'ai posé sur un fond vert. Et bon, parfois c'est à la gouache. C'est vraiment un mélange de techniques. J'utilise un peu tout ce que je veux. Il y a des papiers déchirés aussi, bref. Et voilà, donc j'avance petit à petit. Je suis en train de terminer ce livre, tout en commençant d'écrire Ravage. Comment vous travaillez avec ton éditeur sur l'aspect de reproduction? Parce que j'imagine que la problématique n'est pas la même que quand tu fais du noir et blanc. Ouais, alors c'est marrant parce que pour Robinson Suisse, ils n'étaient pas hyper contents de la reproduction. Ils me disaient, regarde, tout. Et puis moi, je trouvais que c'était vraiment super, quoi. Parce que en fait, je m'attendais bien à ce que ce soit pas exactement comme les originaux. Quand je fais ces originaux, parfois j'y pense, je me dis peut-être qu'il faudrait que je marque un peu plus les couleurs parce que elles risquent d'être un petit peu atténuées dans le livre. Donc, comme vous voyez, je fais des choses quand même très colorées, très pop. Hein, voilà, tout en sachant que ça va peut-être pas être aussi fort dans le livre. Je sais pas si les Robinson Suisse là, qui circulent, si vous voulez comparer entre l'impression. Et puis d'abord, je fais des crayonnés comme ça. Et puis j'utilise la table lumineuse. Et chaque case, généralement, chaque case est de papier
de couleurs différentes. Enfin, je fais une espèce de damier souvent. J'utilise beaucoup le damier. C'est quelque chose qui m'était venu quand j'avais fait Robinson Suisse. Donc par exemple, j'utilise 2 roses là, un rose pâle et puis un rose un peu plus fort, et je fais un damier entre les deux. Et petit à petit, je colle mes différents personnages qui ont été découpés sur différents papiers. Ouais, vous pouvez faire circuler. Est-ce que c'est toi qui scanne tes originaux ou c'est l'éditeur? C'est l'éditeur qui scanne. C'est l'éditeur qui ensuite, surtout avec... Alors, quand je travaille avec des magazines, pour 2-3 pages dans un magazine ou des choses comme ça, ben je scanne moi-même et j'envoie. Mais pour les bouquins, c'est toujours l'éditeur qui scanne. Alors généralement, je vais sur place. Ça m'est arrivé d'envoyer des choses par la poste. Et une fois, la poste a perdu un bouquin entier. Heureusement, j'avais fait des photocopies, mais juste des photocopies, j'avais même pas scanné. Donc j'ai retravaillé des photocopies, puis eux, après, ils ont rescanné mes photocopies retouchées. Et la poste m'avait dit qu'ils avaient perdu mon colis. C'était la poste belge, j'habitais à Bruxelles à l'époque. Puis 3 mois après la sortie du livre, en fait, ils avaient retrouvé le colis. T'as eu un paquet qui est arrivé chez toi? Enfin, c'était une enveloppe avec une trace de pas dessus. Et une trace de chaussure. Voilà, c'était trop tard. Mais entre-temps, bon, par rapport au livre, l'objet fini, je dois dire que la bande dessinée était quand même un peu mieux que... Finalement, j'ai revu un peu certains trucs et voilà. Mais, et puis, j'ai pu dédicacer le livre à la poste belge à la fin, en les remerciant. Et bon, je travaille surtout à ce format-là, A4. La plupart du temps, c'est format A4. Parfois, je me dis, tiens, je vais changer, je vais faire un format plus grand, comme je faisais quand j'étais jeune, les premières bandes dessinées que je faisais. Avant d'être publié, en fait, c'était plutôt du format A3. Et donc c'est imprimé un poil plus petit, c'est ça, ou c'est Ouais, le un même petit format? peu plus petit. Ouais. Et parfois, vraiment plus petit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une série que je fais en A5, et où les originaux sont A5, et puis c'est publié en A6. Donc c'est à peu près finalement la même différence, mais ça fait des originaux qui sont vraiment petits. J'en ai quelques-uns là. Ça, c'est pour la série qui s'appelle Benny, et en fait, c'est ces originaux-là qui avaient disparu. Enfin, c'est pas ceux de ce livre, mais c'était des originaux de cette taille qui avaient disparu. Voilà. Et puis ça, c'est une série que je fais depuis 2003. Non, 2005. 2005, j'avais sorti le premier livre. C'est des tout petits livres. Je sais pas s'ils en ont à la bibliothèque, j'en ai pas vu pour l'instant. Et il va y en avoir 12 en tout, et j'en ai déjà fait 9. Et de temps en temps, j'en fais un. C'est avec un dessin un peu minimaliste. Enfin, pas tellement dans celui-là. C'est chez Atraville aussi, ça? Ouais, c'est chez Atraville. Et voilà, j'aimerais bien terminer la série pour 2005. Ça ferait 20 ans de ma vie faire cette série en 12 épisodes. Je sais pas s'il y a une intégrale qui sortira un jour, mais s'il y a une intégrale, je rajouterai des chapitres inédits. Est-ce qu'on peut, peut-être avant de vous laisser réagir ou poser des questions, parler un peu de cet autre livre sur lequel tu travailles, sur le 4e tome, qui est un projet assez particulier lui aussi, un peu comme tous tes projets, qui s'appelle donc Décrit Ravage, il y a donc déjà 3 tomes de parus, là tu travailles sur le 4e, et qui est donc une adaptation d'une pièce de théâtre de Adeline Rosenstein, qui parle de la Palestine. Alors moi j'ai pas vu la pièce, mais j'ai lu le livre, et donc si j'ai bien compris, qu'il y a une pièce de théâtre qui donc parle de cette histoire de la Palestine sans montrer d'image. C'est ça un peu la contrainte. Et donc toi je sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs au départ,
le projet de l'adapter, t'as vu la pièce, t'as eu envie de le faire, celle qui J'ai pas vu la pièce au départ, je l'ai vue par la suite, alors qu'on était déjà en train de faire le projet. Mais j'étais rédacteur en chef d'un numéro de Mon Lapin. Alors, Lapin, c'était le magazine de bande dessinée de l'association. Et ils avaient décidé de créer une version de 30 pages qui sortirait tous les mois pendant un an. Et que chaque numéro de 30 pages, donc un mensuel, qui s'appellerait Mon Lapin, chaque numéro, le rédacteur en chef soit un membre du comité éditorial de l'association. Et j'en faisais partie à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé être rédacteur en chef d'un des numéros de 30 pages. Et je me suis dit, tiens, je vais faire appel à des amis dessinateurs autour de moi, mais aussi à des gens qui font pas forcément de la bande dessinée que je connais et qui font des choses intéressantes dans leur domaine. Et donc, j'ai demandé à Adeline de faire un scénario pour 5 pages de bande dessinée, alors qu'elle n'avait jamais fait de bande dessinée. Et au départ, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais lui demander de faire ça pour une autrice ou un auteur que je connais, ou est-ce que je vais les faire moi-même? Je vais les dessiner moi-même. Je me suis dit, c'est mieux que je les dessine moi-même parce que je la connais bien. On va pouvoir travailler ensemble. C'était plus simple. Voilà, et ça risque d'être un peu compliqué, etc. D'ailleurs, c'était assez compliqué parce que c'est un sujet compliqué parce qu'elle s'est. Donc elle a proposé pour ce numéro de Lapin tout de suite une adaptation de sa pièce ou c'était autre chose? Non, oui et non. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, j'aimerais bien. J'ai dit ça à tout le monde, tous ceux qui participent à ce numéro, qui est là d'ailleurs. Merci. J'ai dit, j'aimerais une bande dessinée politique dans le sens le plus large possible et qui idéalement nous informe sur quelque chose, mais plutôt politique. Et donc, elle avait pensé à deux choses, je ne me souviens plus quelle était l'autre chose d'ailleurs, mais une des propositions qu'elle avait, c'était de faire un petit chapitre qu'elle n'avait pas utilisé dans la pièce d'Écrit Rêvage. D'accord. Et elle s'est dit, tiens, on pourrait faire ça. Alors je lui ai dit, ok, on a fait les 5 pages. C'était assez compliqué parce qu'il y avait vraiment... Bon, c'est parce que voilà, c'est un sujet compliqué, qu'il y avait beaucoup d'informations à mettre sur 5 pages, etc. Mais finalement, j'étais assez content de ces pages et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas Je savais qu'elle travaillait sur la Palestine, qu'elle faisait ces pièces que j'avais pas vues. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un livre sur la Palestine? Mais je pensais pas forcément une adaptation de la pièce. Et elle, de son côté, elle voyait des gens qui lui disaient quand est-ce que vous allez sortir la publication du texte de la pièce. Et elle se disait que ça risquait d'être un peu plat, une publication qui n'allait pas retranscrire l'espèce de tension qu'elle fait avec les images, justement, où elle joue avec le fait qu'elle ne montre pas d'images. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le type de mise en scène que c'est au théâtre, je veux dire? Ouais, alors elle prend des mouchoirs imbibés d'eau, elle les lance sur un mur, et elle dit, alors là, dans cette image, vous voyez, etc. Et en fait, on voit juste un mouchoir qui a fait une trace sur un mur. Et elle est seule sur scène? Alors à ce moment, parfois elle est seule sur scène, parfois, il y a toute une équipe. Mais à ce moment-là, quand elle parle, elle est seule sur scène. Et non, en fait, il y a beaucoup de comédiens. Et c'est toute une troupe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, elle joue comme si c'était un PowerPoint. Et en fait, il n'y a aucune image, on voit rien. Et donc, comment retranscrire ça dans un livre où il y aurait où il n'y a pas de toute manière pas d'image. Oui. Et donc, quand je lui ai parlé de faire une bande dessinée, elle s'est dit, ah ben voilà, là, ce serait intéressant puisque, justement, comme au théâtre, on est censé voir des choses dans une bande dessinée et c'est possible de créer une espèce de tension entre ce qu'on voit vraiment et ce qui est marqué, ce qui est écrit. Et voilà, on a commencé à travailler là-dessus, mais on n'a pas voulu faire une adaptation littérale de la pièce de théâtre parce que ça aurait donné un truc un peu bizarre. Non, on s'est dit on va reprendre le texte justement, les différents chapitres de la pièce et on va voir comment les traduire en bande dessinée. Et donc on a trouvé un langage un petit peu différent, même la manière dont je dessine les cases, etc.
pour chaque voix différente, enfin, parce qu'il y a toute une partie qui est historique. Il y a une partie, c'est des témoignages des gens qu'elle a rencontrés. Il y a une partie qui s'appelle plutôt le chantier, c'est-à-dire c'est elle en train de préparer la pièce. Il y a des traductions d'œuvres théâtrales en arabe qui n'ont jamais été traduites de l'arabe sur le sujet. Et voilà, donc il y a différentes... Il y a par exemple donc un certain nombre d'entretiens effectivement avec des artistes ou des chercheurs ou des scientifiques. Ouais. Vous voyez là sur la page de droite, donc c'est la manière dont vous avez choisi de présenter chaque interlocuteur, quoi. Voilà, oui. Il est présenté, il y a une petite fiche, c'est un artiste, vient de tel endroit et il travaille sur tel sujet, qui est donc évidemment connecté avec l'histoire de la Palestine. Et vous jouez aussi sur je ne sais pas comment c'est traduit dans la pièce, mais en tout cas dans le livre, il y a des entretiens sonores, j'imagine qu'elle a enregistré de ces différents interlocuteurs. Il y a des gens qui ont des différents accents ou différentes manières de parler qui sont aussi retranscrites. Voilà, oui, on essaie de retranscrire certaines choses et de ne pas montrer d'autres choses aussi. Parce que les interlocuteurs, on ne va jamais voir leur visage. Parfois, on voit juste certains éléments comme les lunettes ou les mains. Donc on réfléchit vraiment page par page ce qu'on va montrer, ce qu'on va pas montrer, etc. Moi j'essaye de faire des propositions de dessin à partir des textes qu'elle me donne et elle réagit sur toutes mes propositions, sur chaque page. Elle les valide ou pas. Parfois elle me dit parfois je comprends pas vraiment ce qu'il faut dessiner. Et donc elle dit non, là il faudrait plutôt faire ci ou ça. Enfin, donc par exemple tu dois envoyer un découpage comme ça et elle valide. D'ailleurs j'attends ses réponses sur quelques pages. Je suis en train de faire un chapitre de 13 pages. Et donc ça c'est une page qui est finie, qui avait été validée. Et je fais la suite. Et alors tu m'expliquais quand on en parlait ces jours-ci, tu me disais qu'elle valide ton travail, mais vous faites aussi relire, je crois, par des historiens, c'est ça ou... Ouais, à la fin, alors, quand tout est fini, le théâtre a déjà été, ils ont validé, relu par les historiens, mais là la bande dessinée, il faut aussi la faire relire. D'ailleurs, il y avait eu des remarques aussi, parfois des petites remarques sur le dessin, c'est assez rare. Généralement c'est le texte. Ouais. Mais c'est arrivé. Bon, il y a peu de choses à revoir. Généralement, les historiens disent que ça va parce que c'est comme je l'ai déjà dit, la pièce a déjà été validée, les textes ont déjà été validés. Normalement, il n'y a pas trop de problème, mais il y a des petits détails qu'on voit pas parfois. Et alors, tu évoquais le fait de. Donc l'idée c'est d'avoir plusieurs points de vue dans cette histoire, à la fois ces différents interlocuteurs qui s'expriment par leur lorgnette, quoi. Ouais. Et il y a aussi donc la question des images qui des fois là sont dans certains cas sont effacées. Enfin il y a des scènes qui pourraient être spectaculaires avec des gros guillemets que tu choisis du coup de ne pas montrer. Voilà, ouais. Mais donc on voit que tu choisis de ne pas les montrer. Enfin, il y a tout un jeu, tout un jeu sur le langage et sur la mise en abîme. C'est ça qu'on montre. On montre plus le fait qu'on veut pas montrer certaines choses que les choses en soi. Et justement, on veut surtout pas créer quelque chose d'émotionnel ou spectaculaire avec des images, quoi. Et du coup, avec aussi par rapport à toi, on a compris un peu par rapport à ton travail, mais le fait de trouver des formes qui soient adaptées à ce que tu racontes. Oui. De type de découpage. Je suis content justement d'avoir fait tous ces exercices sous Bapien parce que là je peux vraiment repenser à tout ça et voir ce que je peux utiliser pour décrire Ravage justement. Et du coup, c'est là que ça prend ça dépasse le simple exercice formel. Voilà. Ouais. Je ne sais pas s'il y a peut-être à ce stade de la discussion des questions ou des réactions, vous les posez. Je vous passe le micro si c'est le cas, comme ça permet d'avoir les traces de... Est-ce qu'il y a des... Vous avez envie de profiter de la présence d'Alex Baladi pour lui l'interpeller directement? Je voulais savoir pourquoi vous utilisiez autant de techniques différentes et qu'est-ce que les différentes techniques apportent à vos dessins? Autant de techniques différentes En fait, c'est surtout que j'ai une histoire, quelque chose que je veux raconter. Et donc, j'essaie de voir comment la raconter le mieux possible.
Et à partir de là, je réfléchis à quelle technique est la meilleure pour raconter cette histoire. Donc c'est pour ça. Parfois les gens ils me disent mais pourquoi c'est en noir et blanc? Pourquoi c'est en couleur? Bah, pourquoi c'est en noir et blanc? Parce que par exemple d'écrire à vache, il n'y a aucun sens de mettre de la couleur dedans. Si tout d'un coup, Adeline et moi on se disait ah pour cette séquence ce serait bien d'utiliser de la couleur, bah, on pourrait toujours le faire, mais je pense pas que ça risque d'arriver, quoi. Pourquoi est-ce que Robinson 6 c'est en couleur? Alors c'est marrant parce que quand je faisais que des bandes dessinées en noir et blanc, souvent on me disait mais pourquoi c'est en noir et blanc? Et quand j'ai fait une bande dessinée en couleur, on me demandait pourquoi c'est en couleur. Je lui dis mais et je trouve ça ouais. Alors pourquoi différentes techniques? Ben voilà, c'est vraiment c'est simplement parce que j'essaie de trouver la meilleure technique par rapport à l'histoire que je vais raconter. Robinson Suisse, j'avais envie que ça ressemble aux bandes dessinées que je lisais quand j'étais enfant. Je lisais surtout, j'étais enfant dans les années 70-80 et je lisais donc surtout des bandes dessinées, je dirais des années 60, 70, 80. Voilà. Et il y a beaucoup de ces bandes dessinées qui ont été faites durant les années, des années un peu pop, où il y avait des images, enfin, des bandes dessinées comme Rahan, par exemple, où il y avait des personnages qui étaient entièrement en bleu, entièrement en jaune, ou Lucky Luke aussi, pour d'autres raisons, mais bon. Donc il y avait ce côté un peu pop que je voulais retranscrire dans Robinson Suisse. C'est pour ça que j'ai mis des personnages entièrement en jaune, entièrement en bleu. Voilà, donc c'était vraiment une référence à ce que je lisais quand j'étais enfant. Je voulais que ça ressemble à un livre pour enfants, parce que c'était à la base un livre pour enfants, les Robinson Suisse. Mais en même temps, j'ai ajouté un décalage. Au final, c'est pas du tout un livre pour enfants. Moi, je voulais pas faire un livre pour enfants. Mais je voulais qu'il y ait quelque chose esthétiquement qui rappelle ça, et qui rappelle mon enfance à moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? On peut les trouver quelque part, les fanzines que vous avez fait pendant... Ah, les fanzines de la fabrique de fanzines. On les a tous gardés, ou presque, parce qu'il y a eu un peu des déménagements, il y a eu, parfois certains ont été perdus, mais on les a presque tous gardés. Et ben, il faudrait qu'on fasse une exposition un jour de tous les fanzines, peut-être, pourquoi pas. On a déjà fait ça il y a une dizaine d'années maintenant. Je crois que c'était en 2011, ouais, exactement 10 ans, où on a fait le mariage de la fabrique de fanzines. On a décidé que la fabrique de fanzines allait se marier à Adam Gomez, qui est le mari de la fabrique de fanzines qu'on n'a jamais vu, qui est un peu comme la femme de Colombo. Si vous connaissez la référence, c'est un feuilleton télévisé où il y a un inspecteur, on ne voit jamais sa femme. Il parle tout le temps de sa femme. Ben nous, on s'est dit, on va faire un peu pareil avec le mari de la fabrique de fanzines. Et donc, on a fait un mariage où nous, avant, on était, les ouvriers de la fabrique, on était en bleu de travail, en salopette bleue. Et puis, pour le mariage, on s'est tous mis en salopette noire avec un nœud papillon. Et à partir du moment où la fabrique de fanzines était mariée, on a gardé une salopette noire pendant 5 ans. Et on s'appelait plus la fabrique de fanzines, on s'appelait la fabrique Gomez de fanzines. Parce qu'elle était mariée à Adam Gomez, qui est espagnol. Et vous savez, en Espagne, ils gardent les deux noms. Et au bout de 5 ans, il y a un des membres de la fabrique de fanzines, Benjamin Novello, il a dit « J'en ai marre de devoir expliquer à tout le monde pourquoi on s'appelle la fabrique Gomez de fanzines. » Enfin bon, bref, il en avait marre. Et on s'est dit « Ok, on divorce. » Et donc, on a fait le divorce de la fabrique de fanzines. Et depuis, on s'appelle de nouveau la fabrique de fanzines. Et on a changé de couleur aussi pour le divorce. Et maintenant, on a des salopettes rouges. C'est un peu comme les ceintures de judoka. Voilà. On est passé à un autre niveau. On est passé du bleu au noir, au rouge. Et à un moment donné, il va falloir s'il y a encore un changement avec la fabrique de fanzines, on va changer de couleur. Ou alors comme Gandalf. Vous voyez, Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc, etc. Il y a un côté comme ça, quoi. Oui, moi je voulais savoir si c'était pas
un peu perturbant pour toi d'être sur plusieurs projets en même temps, d'autant qu'il y a voilà, des écritures graphiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Et comment tu te retrouvais à être sur plusieurs projets à la fois sans, enfin, je sais pas, sans que ça s'interfère ou sans que ça se mélange un peu? D'une certaine manière, ça peut se mélanger. Il peut y avoir des influences de certains projets sur d'autres, mais pour moi, c'est difficile de travailler que sur une chose. Mais il y a toujours un moment donné où il faut que je me concentre sur un projet. Généralement à la fin du livre. Bref, quoique, là, je suis en train de faire 2 projets, c'est quand même la fin du livre. Mais voilà. Je peux difficilement faire un seul projet parce qu'on a des nouvelles idées, quoi, tout simplement, quoi. Parfois, tout d'un coup, j'ai une nouvelle idée de livre, puis je suis tellement enthousiaste, je me dis ah, faut que je commence tout de suite. Et donc je laisse en plan un peu mes devoirs, quoi, enfin ce que je suis censé terminer, puis je commence un nouveau projet, puis après je me dis non mais c'est complètement irresponsable ce que je fais quand je suis en train de commencer un nouveau livre alors que tout le monde attend, enfin il y a l'éditeur qui attend, moi-même je veux terminer cet autre projet. Mais c'est ça aussi, c'est que parfois c'est un peu difficile, c'est un peu pénible quand enfin ces livres c'est un peu des tunnels et parfois on a simplement envie de prendre un peu des vacances, prendre un peu congé d'une bande dessinée qu'on est en train de faire depuis très longtemps, des mois voire des années. Et on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin, je me retrouve à travailler sur plusieurs projets en même temps. Voilà. En général, vous mettez combien de temps avant de finir un projet, genre du début à la fin? Vu que vous travaillez sur beaucoup de projets en même temps, ça ne rend pas justement plus long ce processus de finir chaque projet? Alors, ça l'a rendu long pour certains projets, comme Revanche, c'est sûr. Après, je pense que le livre a bénéficié des 9 ans, justement. Parce que le fait de d'avoir laissé les planches de côté pour devoir faire un autre livre, finalement, et de les reprendre après, voilà, ça a transformé l'histoire, ça a fait qu'il y a 9 ans qui sont écoulés, et puis finalement, ça enrichit le livre, quoi. Mais il y a d'autres livres qui ne fonctionnent pas comme ça, qu'il faut que je fasse en beaucoup moins de temps. Ça dépend vraiment du livre à faire. Et c'est difficile de dire... Enfin, chaque livre est différent, quoi, je dirais. C'est vraiment difficile de voir. Je me souviens plus exactement de la question, je me suis un peu perdu. Combien de temps vous mettez en général pour chaque livre de début Combien de à la temps? fin? Bah justement, il y a rien qui est général. Mais c'est ça qui est chouette quelque part. Ça peut être un petit peu déstabilisant parce que parfois je commence un livre puis je me dis mais enfin j'ai envie de terminer un livre, quoi. Et parfois je commence des choses comme je l'ai dit et je les mets de côté puis finalement je les fais pas, quoi. Donc il y a un côté un peu déstabilisant, mais au final c'est ça qui fait qu'on n'est jamais dans il y a jamais eu de routine en fait. Ça fait 30 ans que je fais ça. La routine c'est quelque chose que je connais absolument pas, quoi, dans ce que je fais. Voilà, je veux dire, puis même si ça pouvait arriver. C'est-à-dire que si tout d'un coup, je me retrouve à devoir faire un livre, justement, c'est comme ça que je me retrouve à faire plein de projets en même temps, c'est que justement, c'est peut-être parce que tout d'un coup, il y a une espèce de routine qui est en train de s'installer ou qui va s'installer plutôt, parce que c'est jamais installé. Et puis là, tac, directement, je commence un autre projet, quoi. Et voilà, donc je ne peux pas dire en général parce qu'il n'y a rien de général. Enfin, c'est chaque fois différent, quoi. Voilà. Je rebondis sur cette question. Est-ce que, donc on a bien compris que tu jongles entre différents projets, mais est-ce que tu es du genre d'auteur, tu te mets à ta table à dessin le matin à 8h et tu t'arrêtes à 18h? Comment tu fonctionnes? Ou ça aussi, ça fluctue? Non, je dessine tant que je peux. Ou si tout d'un coup je vois que ça va pas, je fais autre chose. Après, il faut quand même... Bon, l'autodiscipline, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que justement, quand on n'a pas des horaires... Moi, je ne vais pas me fixer des horaires en disant je commence à telle heure et puis je finis à telle heure. Ça va pas marcher. Par contre, je me fixe plutôt un plan en disant voilà, dans une semaine, il faut que je sois à la page 10.
Voilà, ou des choses comme ça. Où je me fixe des plans, je dois faire une page par jour, des choses comme ça. Mais chaque fois que je me fixe ça, ça marche jamais. En fait. Parce que justement, je me mets à faire d'autres choses, etc. Mais ça m'aide quand même pendant un petit moment, ça m'aide à mettre au travail. tout Et il y a simplement. je sais qu'il y a certains auteurs qui fonctionnent comme ça, qui ont un meilleur moment pour bosser dans la journée, certains qui bossent le matin ou au contraire qui bossent la nuit. Enfin, Ouais. toi, tu fonctionnes comme ça ou ça change Ça selon change Ouais. beaucoup. Il y a un temps, je bossais beaucoup la nuit. Il y a des périodes aussi. Il y a des périodes. Maintenant, c'est plus. Je dirais que c'est plus l'après-midi maintenant, je pense, ces derniers jours. Mais ouais, c'est jamais des périodes très longues en plus. Là, hier, j'ai bossé pendant la nuit. J'avais pas prévu. Je pensais plutôt dormir. Et puis finalement, simplement parce que j'avais l'énergie et l'envie de terminer des planches, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du mat. Voilà. Et puis, je les ai terminées. J'ai travaillé au lever aujourd'hui. Je me suis levé assez tard, du coup, mais même avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, j'ai commencé à dessiner. Et donc, parfois, j'arrive pas à m'arrêter. Parfois, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Voilà. Et est-ce que tu t'es amené à faire plusieurs résidences là, du type que tu fais actuellement ou tu bosses surtout chez toi? Comment? Je bosse chez moi et puis je bosse parfois dans des cafés. J'aime bien marcher un peu dans la rue. D'ailleurs, je le fais aussi ici. Je bosse surtout à la résidence. Mais ça m'est arrivé aussi de travailler dans un café au centre de Rennes. Comme ça me fait une balade. Simplement pour y aller, revenir, voir un peu des gens, m'aérer. Voilà. J'aime bien faire ça. Vu que vous travaillez sur des projets pendant plusieurs années, des fois, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est pas compliqué vu que je suppose que votre dessin et même votre manière de raconter évolue avec le temps? Quand vous revenez sur les premières planches d'un projet qui date d'il y a plusieurs années, est-ce qu'elles vous semblent toujours bien? Vous n'avez pas envie de tout le temps modifier ce que vous avez fait avant? Alors, ça m'arrive de modifier justement. Pour Revanche, comme j'ai mis 9 ans, mais j'ai modifié assez peu en fait. C'est pas tellement. En plus, j'ai commencé ça en 2013. J'avais quel âge? 44 ans. Là, j'en ai 52, c'est ça? Oui, mais je calcule. Est-ce que ça fait 9? Non. Bon, bref. Non, j'avais 43 ans quand j'ai commencé, 52 quand j'ai terminé. Et ça fait tellement longtemps que je dessine que maintenant, la différence qu'il pouvait y avoir avant, elle n'existe plus trop, quoi. Je veux dire, comme je commence à être un peu vieux. Donc ce problème n'existe plus tellement. Ok. Je pense que effectivement, quand j'étais plus jeune, peut-être que j'aurais dû peut-être refaire des planches ou je me serais dit tiens, j'ai plus le même dessin. Mais là, j'ai le même dessin en fait. Enfin, en tout cas, j'ai le même dessin pour ce projet. Donc il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Peut-être que je suis en train un peu de me figer aussi, justement. Peut-être que je pourrais me poser des questions là-dessus en me disant est-ce que c'est un problème est-ce que je me fiche trop j'ai le même dessin, ça va pas. Enfin, bon. Mais là, il se trouve que c'était pas un problème. Est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant dans tout ce qui est de la BD ou même au niveau des éditeurs ou même commencer sa BD, genre comment commencer? Alors parfois, quand on me pose cette question, moi je dis qu'en fait, j'ai pas de conseils. Je préfère dire que j'ai pas de conseils parce que je préfère donner des conseils au cas par cas. Vraiment discuter avec la personne, voir ce qu'elle a envie de faire. Et puis, ce serait même pas des conseils, ce serait plutôt des... ouais, enfin, ce serait plutôt je lui poserais des questions sur ce que la personne a envie de faire. Des suggestions, quoi. Plutôt que des... Enfin oui, c'est un peu pareil. Mais je sais pas, c'est vraiment difficile de donner un conseil en général. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais arrêté de lire des bandes dessinées quand j'ai vraiment commencé à en faire. Parce que j'avais ce blocage, je n'arrivais pas à terminer mes planches. Et puis j'ai arrêté de lire de la BD. Puis là, hop, j'ai commencé à vraiment produire beaucoup de planches, à vraiment dessiner souvent. Et enfin, à terminer mes bandes dessinées, tout simplement. Et donc, finalement, le conseil, ça aurait été... c'est quelque chose qui est venu comme ça, mais
peut-être qu'on aurait pu me conseiller, si j'avais eu un prof à ce moment-là, justement, non seulement d'arrêter de lire la bande dessinée, mais de faire une espèce de diète culturelle, d'arrêter de voir des films, de lire des bouquins. Alors que c'est exactement le contraire qu'on dit dans les écoles de BD, justement. J'ai remarqué que souvent, quand on demande aux dessinateurs de donner un conseil en général, ils disent soyez curieux, allez voir des films, etc. Bon, il se trouve que moi, à cette période de ma vie, c'est exactement le contraire qu'il fallait que je fasse. Mais je ne vais pas vous dire non plus arrêtez d'aller voir des films et de lire des livres et de lire des bandes dessinées. Voilà, ça c'est un conseil qu'on aurait pu me donner. Un prof aurait pu me donner ce conseil à ce moment-là de ma vie. Parce que c'est vraiment de ça dont j'avais besoin. Et voilà, c'est simplement pour dire que c'est difficile de donner des conseils en général. Et même ce conseil d'être super curieux, d'aller voir des trucs, même celui-là, je sais pas, ça dépend de la personne. Peut-être le mieux, c'est d'aller faire une randonnée dans la campagne, comme on a fait hier, plutôt que d'aller dans une salle de cinéma ou de lire des livres. Je sais pas. Ça dépend vraiment. Sauf si vous avez une question plus précise sur le monde de l'édition alternative ou le monde de la bande dessinée, si vous avez une question plus précise, ça je peux répondre. Ouais. Par exemple, dans les démarches pour... comment ça se passe en général? C'est l'éditeur ou la personne qui va vendre votre livre qui vient vers vous, ou c'est plus vous qui allez vers lui, qui lui proposez des projets, etc. Moi, comme ça fait longtemps que je fais ça, je travaille un peu toujours maintenant avec les mêmes éditeurs. Et ça fait longtemps que je n'ai pas proposé un livre à un éditeur que je ne connais pas. Mais avant, évidemment, au départ, je ne les connaissais pas, les éditeurs. Je suis allé les voir avec des projets de livres, etc. Et généralement, oui, moi maintenant, j'ai des projets, je vais faire des choses, et puis je vais aller voir c'est des amis souvent, hein, donc c'est des gens que je connais, les éditeurs. Mais au départ, je peux donner... j'étais dans un comité de lecture pendant 1 an à l'association, et donc on a reçu beaucoup de projets, et à un moment donné, je m'occupais même des projets qu'on recevait de gens qu'on ne connaissait pas du tout. C'est-à-dire que pour cet éditeur, il y avait 2-3 projets par jour, quoi. Et c'est moi qui les filtrais, qui regardais, et puis s'il y avait un truc intéressant, ça allait au reste du comité. Et voilà, et donc ce que je voyais aussi, c'était des gens qui n'avaient aucune idée de ce que faisait cet éditeur, quoi. Là, il faut quand même, quand on a un projet de livre, il faut quand même un petit peu regarder ce que fait l'éditeur avant de lui envoyer un projet, quoi. Parce que envoyer comme ça, prendre la liste des éditeurs et puis envoyer un mail à tout le monde, après, il faut donner une réponse type, etc. Et pour donner des projets, le mieux, c'est de faire pas mal de pages et puis voilà, de pas... je sais sais même pas comment donner un conseil par rapport à ça, mais le mieux c'est d'avancer dans les livres et puis d'aller voir pas mal de gens, quoi. Et juste aussi pour revenir et compléter, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, dans ton expérience personnelle, d'avoir fait des fanzines que tu as envoyées ensuite à des éditeurs, c'est ce qui du coup a provoqué des rencontres aussi. Ouais. Donc ça peut être aussi une manière de faire. Oui. Donc avec des choses assez finies. Parfois on a des projets aussi où on a juste quelques pages, c'est difficile de se faire une idée, quoi. Moi j'étais assez frustré par ça quand j'étais dans le comité. C'était parfois les projets il n'y avait pas assez de pages, quoi. Il y avait juste un descriptif, quelques pages. Moi je préfère lire à la limite. C'est pour ça que moi souvent je parlais pas de mes livres à mes éditeurs et ils recevaient le livre déjà fini. Puis après, j'étais prêt à faire des changements. Ils disaient, ouais, là, c'est pas terrible et tout, c'est pas clair, on comprend pas, on change. Du coup, j'ai encore une question, c'est par rapport aux idées. Est-ce que elles arrivent un peu tout le temps, des idées pour des nouveaux projets? Ou est-ce qu'à un moment, tu te dis, tiens, sur quoi je pourrais travailler sur le prochain projet?
Ah, Enfin, je sais pas si c'est très clair. Est-ce que ça vient quand ouais, ça vient. tous les jours tout seul, Ouais. ça turbine tout le temps, ou est-ce que tu dois vraiment te dire, ah bah, tiens, il faudrait que je trouve une idée pour ma prochaine BD? Non, ça arrive jamais que je cherche une idée pour une prochaine BD. D'accord. Il y a toujours des idées. Par contre, c'est plus par rapport à un thème qui est donné dans un magazine, enfin, pas des magazines, mais des collectifs de bande dessinée. Tout d'un coup, il y a un thème qui est donné et puis il faut faire une bande dessinée de 4 pages sur ce thème. Bon, ben là, il faut que je réfléchisse à une idée, etc. Machin, puis parfois, je n'en trouve pas. Voilà. Et là, c'est plus peut-être un peu plus difficile de trouver des idées quand vraiment il y a justement une contrainte, on peut utiliser le terme, qui vient de l'extérieur et puis voilà, qu'on attend de moi que je fasse quelques pages de bande dessinée sur un sujet précis. Mais sinon, non, moi j'ai envie de faire des livres et puis Et ça arrive en dessinant ou vraiment en passant par l'écrit? Comment ça... je sais pas s'il y a... j'imagine qu'à chaque fois c'est différent, mais quand même, au départ, c'est du dessin ou c'est du texte pour un projet? c'est tout à la Ou fois. c'est les deux? Mais Ça vient dans... Oui. ça arrive généralement en marchant. Quand je marche dans la rue, voilà, c'est pas, j'ai pas des idées en dessinant, ou un petit peu, mais quand je dessine, je suis plutôt dans le dessin. Enfin, dans le dessin, c'est pas tellement à mon bureau que je vais avoir des idées, quoi. C'est plutôt quand je marche, même dans des soirées où on danse, des choses comme ça, quoi. C'est un peu comme des flashs qui arrivent où on voit des scènes entières, et puis c'est des vraies personnes en fait qui sont dans ces scènes. Et puis après, on doit les traduire en dessin. Mais c'est comme des, ouais, c'est. Et puis petit à petit, il y a l'histoire qui se forme en se posant des questions. Parce qu'on voit comme un personnage qui fait des choses, puis on se dit, mais comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça? C'est comme si on enquêtait en fait sur un crime, et puis petit à petit, il y a certains indices, puis on doit répondre à des questions, trouver pourquoi il y a cette chose qui est arrivée, etc. Puis voilà, c'est comme ça que petit à petit, l'histoire se construit en partant d'une situation, et puis en essayant de voir ce qu'il y a derrière. On va peut-être clore ici. Enfin, je tenais quand même à vous signaler le fait qu'il y a cette revue BDphile qui est liée au festival que tu évoquais tout à l'heure qui se passe à Lausanne. Ouais. Ce numéro qui était en partie consacré, si je ne m'abuse. J'avais été invité d'honneur cette année-là, en 2019. Et donc, à chaque fois, il y avait un catalogue qui sortait, enfin, une revue. Et malheureusement, la personne qui faisait ça, Dominique Radrizzani, donc le directeur du festival, a été licencié du festival. Donc cette formule va s'arrêter. Et apparemment, le festival va devenir un peu plus commercial. Et voilà. Mais pendant 5 ou 6 ans, c'était lui qui était à la tête de ce festival. Et il y avait plusieurs numéros de cette revue, chaque fois avec des articles de fond sur différents sujets. Des bandes dessinées qui ont été créées aussi sur un thème. Il a demandé à plusieurs auteurs, chaque fois sur des thèmes différents, pour chaque revue, de créer des bandes dessinées pour la revue. Et voilà. Donc, Je crois qu'il y a plusieurs numéros, si je ne me trompe pas, ici à la BU de cette revue, sur plusieurs auteurs. ouais, c'est Tardy. Hein. C'était le dernier invité d'honneur cette année, Tardy. Donc voilà, et vous signalez aussi que donc, Alex Baladi est en résidence là, jusqu'à mi-décembre. Il reviendra au printemps, puisque la Spéléographie, on organise une biennale autour des écritures. Et donc il y aura Alex sera présent, mais il y aura aussi une expo qui sera consacrée à son travail. Donc tout ça relie au printemps, enfin au mois de mai-juin. On essaiera de vous faire passer l'info, mais essayez de garder vos capteurs déployés. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Et merci de votre attention. Et à bientôt. Merci à vous.